BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir que de vous retrouver. Bon week-end et merci d'être là. À la fois en podcast audio, vous le savez de quoi je me mêle dès le vendredi midi, en exclu en audio, mais aussi sur la page YouTube de Tech & Co. Vous pouvez retrouver en plus l'image. Et puis après le week-end, bien sûr, sur BFM Business, à la radio, à la télé. Avec au sommaire, pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie, notre rendez-vous nostalgique. Et là, on va aller farfouiller dans les souvenirs tech pour s'arrêter sur l'histoire du SMS. Voilà. Quand est arrivé le premier SMS, je crois que c'était carrément un accident, le premier SMS. Mais on en parlera tout à l'heure avec Christo Joly qui nous racontera tout ça. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez réagir à tous les sujets qu'on évoque durant cette émission. Encore une fois, merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et évidemment, pour débuter ce de quoi je me mêle, toujours le club de la presse IT avec des piliers de cette émission. Éric Le Bourlou est avec nous. Salut Éric. Salut. Comment Bonjour. ça va? Ça va. Mon cher Éric. Ça va et toi? Journaliste, ça va très bien, ravi de te retrouver. Okay. Voilà Éric qui, pour tous ceux qui sont des fidèles de quoi je me mêle, est un historique de cette émission et qui vient de temps en temps, toujours de manière très fidèle, nous rendre visite. Aujourd'hui, on te retrouve au numérique, on te retrouve dans 60 millions aussi, c'est ça? Oui. Carrément, voilà. De temps en temps, ouais. Donc vous pouvez lire les articles tech d'Éric un peu partout. Et on est très heureux aussi d'accueillir Damien Licata-Caruso. Salut Damien. Bonjour François, salut Éric. Voilà, journaliste au Parisien, monsieur tech du Parisien, Damien. Tout roule? Tout roule, écoute, on essaie de finir l'année en beauté. Tranquillement. En bon, même. Ouais, Est-ce que tu prépares comme nous le CES de Las Vegas? Mon cher Damien. On prépare, on est déjà en mode échauffement là. Et voilà, je vous dis pas, moi je commence à jeter les chaussettes dans la valise comme ça là, tac, tac, tac. Il faut se conditionner mentalement là, on est en train de partir, moi je suis déjà quasiment dans le Nevada là. Tu te projettes déjà dans la turpitude de cette ville petite qui pause ne à s'arrête Noël jamais. et ensuite... Voilà, mais en tout cas tout ça pour vous dire que bien sûr on vous fera vivre le CES de Las Vegas, ça sera aux alentours du 5-6, c'est ça janvier avec des Tech & Co, mais aussi de quoi je me mêle et énormément d'émissions qu'on vous proposera sur nos diverses plateformes. Messieurs, dans l'actu, plein de choses passionnantes. On va commencer par OpenAI. OpenAI qui a l'air de dérouler une espèce de calendrier de l'avant d'annonce. C'est ce qu'on disait quand on préparait cette émission. Je crois qu'il y a 12 annonces de prévues, un truc comme ça, avec des choses très intéressantes. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais une offre beaucoup plus chère que celle qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a une offre à $20 par mois, mais maintenant il y en a une à 200, Éric. Oui, c'est ça, il y a une offre pro, parce que là, quand on parle d'une offre à $200 c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour le grand public, même si rien ne vous empêche de vous abonner si vous avez l'envie et l'argent, bien sûr. Mais c'est une offre pro donc, qui offre un accès illimité à des options qui sont sinon limitées, parce que ça coûte très cher. Faut pas oublier que dès qu'on utilise OpenAI, ChatGPT et tous ces générateurs, c'est beaucoup d'argent dépensé derrière en matière puissance de calcul, d'énergie. Donc effectivement, avoir une offre illimitée qui vous permet d'en faire beaucoup plus et de générer aussi beaucoup plus vite. Et on va en parler notamment avec Sora. Voilà. Donc, que vous vous abonniez ou pas à cet abonnement ultra premium à $200, vous pouvez malgré tout tester Sora. Enfin, quand je dis tester, pas chez nous. Voilà, c'est ça le problème. C'est que Sora a été annoncé aux US, Damien, mais pas en Europe. Et non, nous sommes les vilains petits canards. Il faut être un peu plus patient. C'est comme à Noël, il faut attendre les cadeaux, il faut être un peu patient, il faut attendre le 25 au matin, pas se jeter dessus le 24 au soir. C'est pareil, c'est le même principe. Écoutez, on attendra peut-être début 2025. Comme Apple Intelligence, on va être très patient et puis on aura un très beau cadeau sous la forme de Sora qui a l'air assez performant. Moi, j'ai été impressionné des premiers rendus. Vous avez testé Sora ou pas? Parce qu'il paraît que c'est compliqué en Europe de tester. Parce il faut un même VPN avec des finalement, et puis après, il faut un peu être ruandé quand même. Il faut un VPN parce que vu que c'est pas accessible en Europe, il faut évidemment faire croire qu'on est aux États-Unis. Alors moi je l'ai pas essayé parce que j'ai arrêté mon abonnement. En fait, pour utiliser Sora, il faut non seulement être aux États-unis, mais avoir un abonnement payant. C'est pas accessible. Mais même à $20, ça marche. À $20, ça marche. Donc il faut avoir l'abonnement payant. C'est une version dégradée par rapport évidemment à la version premium. Oui, en fait, la version à $20 vous permet de faire de générer des vidéos qui font 5 secondes maximum en 720p, je crois. Tandis que si on paye la version pro, là, on peut faire
faire des vidéos de 20 secondes en 1080p. Ça, c'est le grand luxe. C'est le grand luxe. Mais donc, c'est une version un peu dégradée, mais ça permet au moins d'accéder. Et en fait, et aussi la version Pro permet d'aller plus vite dans la génération, parce que générer une vidéo, évidemment, c'est plus long que générer une image. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais effectivement, non, il faut absolument payer pour accéder à Sora, ce qui est compréhensible, hein, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est encore plus violent d'un point de vue calcul pour créer ces vidéos, quoi. On rappelle ce que c'est, parce que qu'on explique simplement de quoi il s'agit. C'est de la génération texte vidéo. On tape un petit prompt le plus complet possible, le plus complexe possible pour avoir le meilleur résultat, et ça va générer en quelques secondes, ça dépend évidemment de la complexité, une vidéo qui est de plus en plus réaliste. On arrive à un très bon résultat. À part sur les quelques vidéos qui ont circulé, on voit qu'il y a quand même un problème dans les mouvements, notamment des humains ou des animaux. Là, on voit que parfois le rhinocéros s'envole et l'humain, voilà, on a quand même des choses un petit peu encore, des effets spéciaux un peu gâchés. Bon, mais on progresse en tout cas. Puis c'est quand même impressionnant de le voir en action. On l'attend depuis 6 bons mois. Là, on touche du doigt quelque chose d'assez impressionnant. Est-ce que c'est une révolution, à votre avis, Sora ? Ou est-ce que, ça va intéresser, on va dire, le secteur de la vidéo, les créas Parce qu'il y a plein de gens qui vont être contents de faire des économies. Par exemple, souvent dans les films ou dans les séries, on voit des plans de transition, par exemple, qui sont faits généralement par drone ou qui impliquent beaucoup... tu prends Grey's Anatomy, il y a toujours des images, par exemple... de la ville, tout ça, on va pouvoir le générer avec de l'IA. Tu vois toujours des images un peu de... Pareil, dans tous les sitcoms, tu as ça. Donc je pense qu'on peut aisément remplacer ces images standards par du produit généré par IA facilement. Donc ça, il y a un intérêt pour le grand public. Pas encore, à moins qu'on ait envie de compléter ces vidéos de vacances avec du contenu généré par IA. Bon, faire une petite transition sur Final Cut. Est-ce que tu peux me faire perdre 20 kilos sur la plage ? Ouais, et puis il faut voir aussi à quel point les créatifs vont être intéressés par... parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a des problèmes de respect de la physique. Il n'y a pas de moteur physique qui est associé à ça. Donc par exemple, il peut délirer, d'ailleurs, comme délire. Donc on peut se retrouver avec pas de gravité, des choses comme ça. Des choses comme ça, ou une gravité qui est complètement déformée parce que voilà, il a pris peut-être de vidéos, il a déformé cette réalité où le prompt n'est pas assez précis. Enfin bon, donc il faut voir comment les créatifs vont pouvoir s'emparer de cet outil qui est quand même assez bien fait pour eux, parce qu'on peut bosser en mode storyboard, en multipliant les séquences, en faisant des transitions entre les séquences. Donc il y a quand même des outils de vrai montage, on va dire, qui permettent quand même d'aller assez loin dans la personnalisation de la vidéo. Tu fais, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, il y a un autre sujet quand même que je trouve problématique avec Sora, et ça a été montré dans un article de TechCrunch que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que OpenAI se garde bien de nous dire avec quoi Sora a été entraîné, sur quelles images ont été utilisées. Il bloque aussi son déploiement en Europe. On ne sait pas s'ils ont tiré ça depuis des vidéos YouTube créées par d'autres, donc il y a aussi un problème de droit d'auteur. Exactement. Donc et en fait, on peut se douter que sans doute qu'il y a eu des vidéos YouTube dans le lot. Et clairement, c'est d'un point de vue légal un peu limité. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais finalement. Parce que ils ont dû scroller tellement de vidéos, tellement de photos, tellement d'images que ça doit être difficile. Ils ont noyé un peu tout ça. Tout est noyé dans une espèce de gloubi-boulga. Sauf qu'il y a moyen de le savoir quand même. C'est ce qu'a fait TechCrunch dans un papier qui est vachement intéressant. En gros, ils ont dit par exemple, ils sont intéressés particulièrement aux jeux vidéo et à Twitch, parce que Sora aurait été également entraîné sur des contenus Twitch. Et donc en fait, ils ont vu qu'en tapant certains prompts, on pouvait retrouver la tête de certains Twitchers connus, streamers connus, ou en tapant un prompt du type imagine-moi un jeu vidéo avec un plombier italien, on se retrouvait avec un jeu qui ressemblait beaucoup à Mario. Alors, si vous parlez de droit d'auteur, Nintendo, ils aiment pas du tout. Ils aiment pas trop ça. Donc là, ça va être quelque chose à regarder de près, effectivement, voir comment ça peut évoluer et si ça va pas poser à terme un problème pour cette plateforme, en fait. Mais ils avancent un peu à l'américaine, à fond, et puis après on réglera ça devant les tribunaux, on trouvera un accord avec les ayants droit plus tard. Ça, c'est fascinant quand même, cette vision de ces boîtes américaines qui, sans foi ni loi, lancent des trucs et puis après reculent s'ils voient qu'ils vont trop loin. Mais d'un côté, ça permet d'innover à une vitesse folle, finalement. Et alors, ça a des avocats, ils ont provisionné, ils sont prêts à aller jusqu'au procès, peut-être. Mais ça arrivera un jour en Europe, sans doute. Oui, bien sûr. Oui, ça arrivera sans doute, mais effectivement, en revanche, il faudra bien que cette histoire de données d'entraînement soit réglée. Parce que
Et peut-être que ça se réglera à coup de milliards au final, hein, parce que on va leur présenter la facture un jour ou l'autre. Il y a moyen, oui. Ouais. Bon, alors ça c'est pour Sora. Voilà, si tous ceux qui nous regardent outre-Atlantique ont peut-être déjà testé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez testé, par exemple, en nous laissant des petits commentaires sur la vidéo YouTube de quoi je me mail. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Tech & Co et puis liker tout ça, ça nous fait plaisir. Autre sujet qui est intimement lié, c'est Apple et la mise à jour iOS 18.2 qui est tombée à l'heure où on enregistre cette émission il y a quelques heures. Hein. Vous pouvez la télécharger sur tous vos devices Apple. Et cette mise à jour se veut être, on va dire, le premier gros chapitre de l'arrivée de l'IA générative chez Apple. On est d'accord, hein, oui. Avec ChatGPT, etc. Sauf en Europe. Encore une fois. C'est un peu le fil rouge, j'ai l'impression, à chaque fois. Alors, on va faire l'Europe et le reste du monde. Non, effectivement, on a toujours le même problème. Bon, après, on faut attendre encore quelques mois. Apple déploie continent par continent. Ça leur coûte très cher, donc c'est un peu logique aussi qu'ils fassent ça par étapes, en anglais, déjà uniquement, et ensuite avec quelques fonctionnalités limitées à des zones géographiques. Voilà, on va la voir au printemps en Europe. Alors, toi qui connais bien Apple, Damien, est-ce que c'est parce que c'est un calendrier logique d'une sortie décalée parce qu'il faut tout traduire en français et que ça prend du temps, etc. Ou est-ce qu'il y a des problèmes, je dirais, de DMA, de DSA, de RGPD, et ils veulent véritablement se blinder avant de sortir ce truc-là et de se faire retoquer par la Commission européenne qui, on le sait, a un peu Apple dans le collimateur quand même. Hein. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Ouais, clairement. Il y a aussi, les boîtes américaines vont très vite, comme on l'a dit, dans l'innovation, mais parfois aussi elles sont très précautionneuses. Elles vont regarder quelles sont les législations locales et là elles essaient de se blinder, effectivement, s'éviter les futurs procès parce que il y a quand même des problèmes en termes de RGPD. On a aussi parlé des modèles d'entraînement d'OpenAI, mais c'est le même problème chez Apple. Comment ça a été entraîné, avec quelles données, où est-ce qu'ils sont allés les puiser, est-ce que c'était chez leurs utilisateurs, ce qu'ils ne sont pas censés faire parce que Apple c'est quand même le champion de la protection de la vie privée. Donc il faut aussi déterminer tout ça avant de pouvoir lancer un produit. Ouais. Et ils anticipent le problème d'une commission européenne qui est sur leur dos effectivement à chaque lancement, qui a qu'une envie, c'est aussi de casser le monopole d'Apple sur plein de produits. Donc s'ils arrivent avec Apple Intelligence, qui va être quand même une mini révolution sur l'iPhone, ils essaient de se prémunir de tout procès et toute poursuite sur le long terme. Il faudrait pas est-ce qu'il est possible, à ton avis, Eric, qu'on se retrouve avec un Apple Intelligence un peu moins intelligent en Europe? Je ne sais pas. En tout cas, d'après leur roadmap, Apple Intelligence devrait sortir en français en 2025. Voilà. Après, il y a aussi, effectivement, il y a les contraintes juridiques. C'est large comme date. Ils ont dit avril à peu près. Oui, avril, c'est ça, j'ai entendu. Mais du coup, il y a... normalement, on aurait accès à peu près aux mêmes fonctions. Hein, mais il y a aussi, effectivement, il y a les problèmes juridiques, mais aussi les problèmes quand même d'adaptation. Enfin, t'en parlais, mais d'adaptation au français. Hein, et il faut aussi qu'ils puissent vérifier que tout fonctionne bien dans d'autres langues, qu'il n'y a pas de délire. Enfin, et puis justement, il n'y a pas que nous. En Europe, il y a je ne sais pas combien de langues, tu vois. Il y a l'espagnol, l'italien, enfin bon. Et qui sont aussi prévus par ailleurs. Donc, et voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est toujours plus facile et généralement, et c'est pas nouveau qu'on voit des services, quels qu'ils soient, AI ou pas, sortir d'abord en anglais, puis dans d'autres langues ensuite. Moi, ça m'étonne pas tant que ça, on va dire, vu que c'est quand même là, on parle de services qui vont générer des choses sur un device, et Apple doit faire gaffe aussi à ce que ça fasse une boîte aussi qui est une aversion au risque, donc ils n'ont pas envie de se griller avec leurs utilisateurs. Exactement. En sortant un produit à moitié fini, qui va commencer à raconter n'importe quoi, qui va partir dans des délires et des hallucinations. Non, il faut quelque chose de très cadré, très propre, très Apple finalement. Ouais. Exactement. Et donc, le jour où on aura l'occasion et la chance de pouvoir tester cette Apple Intelligence, on verra l'arrivée de ChatGPT, entre autres, parce que c'est ça qui est intéressant. Et voilà, c'est la concrétisation de ce partenariat avec OpenAI. C'est-à-dire que Siri va devenir plus intelligent d'une manière générale grâce à Apple, mais dès qu'il ne pourra pas répondre, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Il va s'appuyer dès qu'il ne sur pourra pas répondre comme une béquille et faire appel à ChatGPT. Donc Apple va payer une partie de l'abonnement à ChatGPT pour les propriétaires d'iPhone, et on va accéder à la dernière version quand évidemment Siri aura du mal à répondre ou à exécuter une tâche. On passera sur du ChatGPT un petit peu plus performant pour l'instant, jusqu'au moment où Siri et Apple Intelligence
vont réussir à rattraper le retard. Et là, dans ce cas-là, peut-être qu'on va couper un peu les ponts. Ouais. Intéressant. Après, dans cette mise à jour, il y a plein de choses aussi qui sont assez fortes, hein, notamment Apple qui se plie au DMA. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis le 18.2, donc cette mise à jour qui est arrivée il y a quelques heures, vous pouvez désinstaller des applications qui n'étaient pas désinstallables. Message, appareil photo, mail, enfin il y en a tout un paquet parce que Apple est obligé, on peut même désinstaller l'App Store. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Alors c'est un peu compliqué quand même, parce que si vous désinstallez à l'App Store, vous ne pouvez plus installer d'appli. Ou alors il faut installer les stores alternatifs, mais ils ne sont pas au niveau encore aujourd'hui. Mais on voit qu'Apple se plie aux exigences du DMA. Et ça, c'est bien obligé, oui. Voilà, et ça, c'est exclusif à l'Europe. C'est-à-dire que si vous téléchargez 18.2 aux US, vous n'avez pas cette possibilité. Et pareil, on vous redemande de choisir votre navigateur. Donc on a toute une liste, on a des navigateurs qu'on avait un peu oubliés, les comptes et compagnie, mais on vous demande pas uniquement de prendre Safari, on a du Chrome, on va pas tous les citer parce qu'il y en a un paquet, mais on a l'option en tout cas, et contraint et forcé, Apple a été obligé de proposer ça, oui, effectivement. Là. Ouais. Intéressant. Après, il y a aussi le RCS qui arrive petit à petit. Vous savez, ce SMS boosté qui ressemble de plus en plus à une messagerie traditionnelle. C'est plutôt bien d'ailleurs. Hein. Ça arrive chez tous les opérateurs, sauf chez Orange. Ça sera déployé un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est chez Free, je crois, chez Bouygues et chez SFR. Voilà pour cette mise à jour. Tiens, mise à jour intéressante aussi d'un autre device que tu as apporté. Tout à fait. Mon cher Damien, ce sont les AirPods. Eh oui, les AirPods Pro 2 précisément, donc la dernière version, la version aussi la plus chère, qui vont disposer d'une nouvelle fonctionnalité. On va pouvoir faire des tests d'audition. Alors c'est une incursion d'Apple un peu plus dans le monde de la santé, donc c'est un test assez facile à faire à la maison. Il faut juste un peu s'isoler. Ça prend quelques minutes. L'iPhone va diffuser dans les AirPods des sons. Et vous allez devoir taper sur l'écran, toucher l'écran dès que vous entendez ce son-là. Il y a différentes fréquences et ça va mesurer si vous avez une perte d'audition. Donc à la fin, vous allez avoir un petit bilan qui va s'afficher dans l'application santé de l'iPhone et vous allez pouvoir savoir si vous êtes en perte d'audition, s'il va falloir faire quelque chose à un moment ou à un autre. C'est un peu comme un audiogramme, quoi, finalement. C'est un audiogramme, c'est la même technique qu'on vous savez, quand on passe comment on appelle ça, la visite médicale professionnelle, enfin nous, alors comme on fait de la radio et qu'on a porté des casques pendant des années, on pouvait pas échapper à l'audiogramme, si vous voulez. Et on vous met un gros truc, vous avez des boutons comme ça pour savoir. Là, vous l'avez dans votre poche. Il suffit de faire la mise à jour d'iOS, c'est la mise à jour surtout des AirPods, et ensuite vous lancez dans ce petit test. Vous pouvez savoir exactement si vous avez des soucis, peut-être anticiper des futurs problèmes d'audition. Et c'est qu'une première étape pour Apple parce qu'on va bientôt passer dans la phase correction. On l'a pu le tester en septembre avec Cupertino après avoir fait le test d'audition. On nous proposait de corriger tout ça finalement, d'avoir des aides auditives dans les AirPods directement. C'est-à-dire que tu fais ton audiogramme, donc on va avoir un état des lieux de ton audition, tu appuies sur un bouton et tu vas avoir tes AirPods qui vont s'adapter on va dire à tes faiblesses auditives. Corriger, pour mieux entendre. Et donc, il se sert des micros pour réamplifier ce qui se passe dans la pièce. Ça, c'est vraiment bien. Moi, c'était la nouveauté que j'avais trouvée la plus, finalement, la plus sympa, presque de ce qu'ils avaient annoncé pour la précédente vague d'annonces. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un marché qui est aujourd'hui un petit peu sclérosé, ce marché des audiophones. Là. Ça coûte extrêmement cher, beaucoup plus cher que des AirPods. Mais c'est plusieurs milliers d'euros. Hein. C'est plusieurs milliers d'euros. Apple, aux États-Unis, c'est encore dans d'autres montants qui ne sont pas forcément remboursés par les mutuelles et compagnie. Donc là, il y a un vrai marché pour Apple aux États-Unis, mais en Europe aussi. Il y a juste un petit problème, évidemment, de législation pour changer, parce qu'il va falloir que ça soit validé par les autorités de santé européennes et ensuite dans chaque pays. Donc les aides auditives sur AirPods ne sont pas prêtes d'arriver, mais on ne sait jamais. En 2025, peut-être qu'on aura plein d'autres surprises après l'Apple Intelligence, peut-être qu'on aura les aides auditives AirPods. Ce qui est quand même un avantage aussi, c'est le form factor, parce que les aides auditives, généralement, il y a un problème de stigmatisation. Les gens n'osent pas forcément les porter. Alors même si elles sont de plus en plus invisibles. Elles sont de plus en plus discrètes, mais il y a toujours ce problème. J'ai l'impression d'afficher un handicap par rapport au reste de la société. Peut-être qu'avec des AirPods qui sont voyants, mais au moins on sait qu'on a les oreilles, peut-être que ça peut régler ce problème de stigmatisation. Et puis surtout, le prix. Comme tu le disais, ça coûte 200 balles. C'est ça. Et en fait, il y a aussi des études qui ont montré que finalement, ça marchait
aussi bien. Alors il y a déjà des modes, on va dire, qui amplifient un petit peu le son sur certains modèles, notamment les AirPods. Et même c'est déjà utilisé aujourd'hui par des gens qui n'entendent pas très bien pour entendre mieux. Donc c'est aussi... il y a des études qui montrent que finalement, ça marche quasiment aussi bien, pas dans tous les cas, mais ça peut marcher pour plein de gens d'utiliser ce genre de device qui sont effectivement beaucoup moins chers, plutôt que des aides auditives qui se coûtent extrêmement cher. Ça ne marche que sur les AirPods Pro, je crois. Oui, c'est ça, et de dernière génération. Les derniers. Les deux. Voilà. Parce que... Après, c'est une question de micro, de technologie qui est à l'intérieur, de mise à jour. Il y a une puce spécifique. Il faut pouvoir gérer tout ça. Ouais. Intéressant. Toujours chez Apple, Apple est en train de vraiment de couper le cordon avec ses fournisseurs. On le voit depuis de très nombreuses années. Apple était mécontent des processeurs Intel, c'est pas grave. Il change de technologie, se lance sur la techno ARM et fabrique ses propres processeurs silicone. Des exemples comme ça, on en a des tonnes. Et le dernier en date, Eric, est très intéressant, c'est la puce réseau, parce que effectivement, que ce soit sur un Mac ou sur un smartphone, un iPhone, vous êtes obligé d'avoir une puce réseau. Et aujourd'hui, cette puce réseau, elle est un peu chasse-gardée de Qualcomm, qui a un vrai savoir-faire dans ce domaine-là, qui est reconnu. Et Apple a envie de sortir un peu Qualcomm des prochains iPhones. Ouais, c'est ça. Alors ça fait longtemps qu'ils ont envie, parce que c'est vrai que, et d'ailleurs, Qualcomm et Apple, c'est plus le grand amour. Mais c'est des partenariats de nécessité, on va dire. Exactement. Mais Qualcomm est historiquement un partenaire d'Apple sur le modem des iPhones depuis les débuts, on va dire. Et Apple a envie d'intégrer ça depuis très longtemps, d'intégrer lui-même la fabrication de modems. Le seul problème, et c'est pour ça que Qualcomm d'ailleurs est une entreprise qui est difficile, qui est quasiment incontournable, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire des modems dans le monde. Il y a Qualcomm, il y a peut-être Huawei, enfin il y a très peu de gens qui savent les faire bien. Et donc Apple, ça fait longtemps qu'ils essayent de le faire, ce modem. Ils ont même racheté la division modem d'Intel, je crois que c'est autour d'1 milliard de dollars pour ramener des ingénieurs chez eux. Et les brevets aussi, sans doute. Les brevets, et enfin concevoir un modem maison pour les iPhones. Et ça n'a pas marché. Ça fait des années qu'ils galèrent, on va dire. Ils ont du coup... dire qu'Intel n'a jamais été très bon dans le mobile, quoi. Non. Ils pensaient, d'après ce que dit Mark Gurman dans son newsletter, c'était carrément un échec. Ce rachat de l'activité mobile d'Intel, ça a été vraiment un vrai échec. Ils ne sont pas parvenus à faire un modem suffisamment performant. Parce que ça fait plusieurs années qu'ils ont racheté. Exactement. Et donc ils sont repartis à la chasse et ils ont monté carrément des petits centres du côté de San Diego, tout près de Qualcomm, pour pouvoir aller débaucher des ingénieurs de chez Qualcomm pour aller bosser chez Apple. Et cette fois-ci, c'est bon. La machine à bière. Ça marche toujours. Ça marche toujours, machine à bière. Carrément. Bon, si après ils sont bourrés à la fin de la journée, tu te retrouves avec un modem. Un petit baby-foot. Un modem, il est un peu gros. Mais en tout cas, apparemment, ça y est, cette fois c'est la bonne, puisque Apple lancerait enfin un produit avec ce nouveau modem l'année prochaine, qui serait le nouvel iPhone SE en fait. Donc l'iPhone d'entrée de gamme. Alors pourquoi il lance ce modem sur l'iPhone d'entrée de gamme? C'est parce que ce sera un modem qui ne sera pas un modem ultra haut de gamme pour commencer, visiblement. Il ne sera notamment pas compatible avec la 5G millimétrique, la nouvelle 5G. Donc il ne sera pas au niveau d'un modem Qualcomm? Non, il ne sera pas au niveau d'un modèle Qualcomm. En tout cas, c'est ce qu'avance Mark Gurman. Mais en général, il ne se trompe pas trop. Il ne sera pas au niveau d'un modem Qualcomm. Ça, ce sera réservé aux générations suivantes. Donc, il faudra un petit peu attendre avant de le voir arriver sur les iPhone Premium, etc. Mais en fait, l'avantage aussi de ce modem signé Apple, c'est qu'ils vont pouvoir mieux l'intégrer à leur puce déjà existante et pouvoir les mettre ensuite dans d'autres appareils. Alors, on connaissait déjà les iPads 4G, 5G, voilà, ça existe déjà. Mais là, on va aussi avoir bientôt, sans doute, des Mac qui disposeront de cette puce, puisque, en fait, le projet d'Apple, c'est aussi, au final, d'intégrer ce modem à leur puce A ou M qui existe déjà. En même temps que le Wi-Fi, il y aura la 5G. Exactement. Donc, on peut imaginer un futur où tous les produits Apple seront, par défaut, compatibles à la fois Wi-Fi et 5G, quoi. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas pour tout de suite, puisqu'il faudra attendre plusieurs générations de ce modem pour que ça arrive jusque dans les produits haut de gamme, mais c'est déjà un bon début. Pour Qualcomm, ça doit commencer à trembler un peu, parce que j'imagine que Apple doit être un client monstrueux. Je crois que c'est à peu près 20% de leur chiffre d'affaires. Ouais, tu te rends compte. Effectivement.
quand Apple t'appelle en disant je vous envoie le fax les gars, je vous commande 150 millions de modems, tu dois être content quand même. Oui, clairement. Et puis d'ailleurs ils ont été en bataille juridique autour de cette question, hein, parce que évidemment pour Qualcomm c'est un vrai problème. Puis en plus ils sont pas contents de voir des ingénieurs qui sont très précieux partir chez Apple pour aller bosser. Après ça c'est la loi du marché. C'est comme ça. C'est surtout la loi californienne. Il n'y a pas de clause de non-concurrence, donc ils peuvent aller se faire débaucher dans la semaine et finir. Toujours chez Apple, autre news intéressante, on parle de plus en plus, les amis, d'un nouvel iPhone qui aurait une particularité, c'est sa finesse, en fait. On se souvient qu'à l'époque de l'iPhone 6, déjà, c'était un téléphone très fin, qui avait été d'ailleurs décrié parce qu'il y avait des abrutis qui s'amusaient à les plier. Je me souvenais, ça avait été toute une pagaille, cette histoire-là. Apple avait été obligé, à la génération suivante, de solidifier en fait ces téléphones. Oui, parce qu'en fait, il pliait aussi sans forcément qu'on les... Moi, je me rappelle, j'en avais un, j'avais pas essayé de le plier, il était un peu plié. Il y avait, parce que quand tu le mets dans la poche... le Bengate à l'époque, on remonte exactement. à tu le mettais dans la poche de ton jean, par exemple, à l'arrière, tu t'asseyais, il pouvait se plier. Donc voilà. Et alors, c'est intéressant parce qu'à partir de cette période-là, les iPhones n'ont pris que de l'embonpoint. Ils sont devenus de plus en plus épais, de plus en plus costauds. Il y a l'étanchéité qui est arrivée, l'autonomie qui s'est améliorée. Et là, visiblement, Apple veut revenir un petit peu à cette particularité de l'excellence technologique ultra fine, avec un iPhone qui serait un nouvel iPhone, quoi, hyper fin. Après, les matériaux ont changé depuis. Hein. Il y a du titane, il y a un aluminium qui est renforcé. On peut quand même maintenant coupler la finesse avec la résistance à effectivement se le mettre dans la poche ou toutes les contraintes contraintes physiques qu'on peut mettre sur un iPhone. Maintenant, c'est possible de faire quelque chose de très résistant. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, vous prenez un 16 Pro Max ou un 15 Pro Max, ça pèse son poids, c'est assez épais. Et c'est intéressant de la part d'Apple, je trouve, de se dire nous on va partir sur un truc assez différent, sans doute pas aussi perfectionné. Ça impliquerait de sacrifier peut-être aussi des composants. Non en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait pas un iPhone haut de gamme. Visiblement, ce serait pas un iPhone type Pro, ce serait un iPhone milieu de gamme qu'ils appelleraient peut-être Air, comme il existe déjà des iPad Air. Qui sont d'ailleurs dans le milieu de gamme de la gamme Apple. Exactement, ça pourrait être pour Apple un autre moyen de différencier, de créer un nouveau produit from scratch, on va dire, entre le SE, Air, Pro, enfin iPhone et Pro. Il est possible que ce soit une toute nouvelle gamme de produits, et effectivement qui profiterait d'ailleurs de ce modem dont on vient de parler. Ce serait aussi un des premiers produits à en profiter. Donc aussi par définition pas un produit haut de gamme, puisque ce modem ne pourra pas avoir les mêmes performances que ceux des iPhone haut de gamme. C'est intéressant parce qu'on se dit Apple va être obligé de faire des concessions, ne serait-ce que pour l'appareil photo, parce que on le sait aujourd'hui, pour avoir une qualité photo, il faut quand même assez d'épaisseur pour mettre toutes les lentilles. Pour l'optique, il faut quand même un minimum d'épaisseur pour pouvoir rentrer un zoom optique x5. Puis même, on peut aussi parler de la batterie. Alors même si les iPhones ont généralement plutôt une bonne autonomie, il est possible que la batterie soit moins importante, parce que ça prend aussi pas mal de place dans un smartphone. Mais en tout cas, oui, c'est un produit qui pourrait sortir l'année prochaine. Donc, on verra bien tout ça, mais c'est assez intéressant. On change complètement de sujet, les amis, pour nous intéresser maintenant à Google. Google qui est très fier en ce moment parce qu'ils ont présenté Willow, qui se veut être une espèce de révolution dans le monde de la puissance de calcul. Vous savez qu'aujourd'hui, la puissance de calcul, c'est un peu le nerf de la guerre. Et grâce à une technologie qui est du quantique, en fait, d'après ce que j'ai compris, Willow arrive à accélérer des calculs qui auparavant étaient quasiment impossibles. On parle de calculs qui pourraient prendre des dizaines de millions d'années. Enfin, je crois que on est sur du milliard, je crois. C'est millions même. Enfin, c'est des choses on va au-delà de on fait ça en une heure. Et grâce à cette technologie, on arrive à faire ça beaucoup plus rapidement, quoi. Oui, c'est en fait Google est en plein, fait beaucoup d'annonces en ce moment. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi
issu de Gemini 2 qui vient d'être annoncé il y a quelques heures. Ça doit être la réponse à ChatGPT. Ils font beaucoup d'annonces et ça, c'en est une autre qui a eu d'ailleurs beaucoup d'échos. Elon Musk les a félicités. Ils ont eu plein de gens qui les ont félicités pour dire bravo. Google dit que c'est une annonce historique. Oui. Alors moi je suis pas spécialiste d'informatique quantique et je préfère ne pas m'avancer sur ce sujet. Par contre, ce qu'on en a lu, c'est qu'effectivement il y a une avancée notable. C'est une nouvelle puce en fait quantique. Google n'est pas le seul à faire ça. Il y a par exemple IBM. IBM fait de l'informatique quantique et a on va dire même plus de background que Google en la matière. Mais en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est deux choses. C'est d'abord une nouvelle puce quantique avec beaucoup plus de qubits, alors qu'il y a beaucoup plus, c'est-à-dire les bits quantiques. Les qubits, c'est un peu l'unité de mesure de la puissance de calcul. C'est ça. Qui a, je crois, cette puce 105 qubits. Donc 105 qubits, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres ordinateurs quantiques, comme par exemple ceux d'IBM, qui en ont beaucoup plus aujourd'hui. En revanche, ce qu'ils ont réussi à faire, et ce qui est une nouveauté a priori, c'est qu'ils sont parvenus à limiter le nombre d'erreurs en augmentant le nombre de qubits. C'est-à-dire le problème des ordinateurs quantiques, et là je suis pas un scientifique, donc j'espère que je vais pas trop dire de bêtises, le problème des ordinateurs quantiques, c'est que plus vous montez en nombre de qubits, plus ces qubits sont prompts aux erreurs. Donc là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'augmenter le nombre de qubits dans leur machine, tout en limitant le nombre d'erreurs qu'ils effectuent. Et ça, c'est une vraie performance. Et c'est même, ils ont, on va dire, craqué un problème. C'est une première mondiale. Ils ont réussi à créer un système de maillage pour éviter justement ce genre de problème. Et ça n'a jamais été fait, ou en tout cas, on n'était pas au courant. Peut-être dans un laboratoire secret. Mais en tout cas, ça n'a jamais été fait. Exactement. Et c'est une première mondiale. Ils vont pouvoir résoudre des gros problèmes que les supercalculateurs actuels sont incapables de faire. Le problème quand même qu'il y a avec ça, c'est que pour l'instant, ça fait 105 qubits. Et que pour avoir un ordinateur quantique qui soit vraiment utile, il faudrait des centaines de milliers de qubits. Donc pour l'instant, ils ont réussi à grimper un peu. Il faut voir si leur performance elle tient encore en montant le nombre de qubits, s'ils continuent à faire descendre le nombre d'erreurs pour que l'ordinateur soit utile. Par contre, moi, ce qui est un peu plus contestable dans leur annonce, c'est cette histoire de calcul qui est beaucoup plus rapide qu'avec les ordinateurs classiques. Et effectivement, ils donnent des chiffres qui sont incroyables et qui pour nous journalistes, nous parlent tout de suite parce qu'on a tout de suite envie c'est très intéressant pour nous. Le seul problème, c'est que en fait, c'est un benchmark qui est assez contesté, qu'ils avaient déjà utilisé par le passé. En 2019, ils avaient fait une grosse annonce en disant « Ça y est, nous avons atteint la suprématie quantique. Enfin, un ordinateur quantique fait une opération qui lui permet d'être plus performant que les ordinateurs classiques. Donc ça y est, on y est. Nous avons réussi à avoir un ordinateur quantique fonctionnel. » Le problème, c'est que leur benchmark qu'ils utilisent, qui est le leur, eh bien, il est très spécifique et ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'utilité, il n'a aucune utilité. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas grâce à ce benchmark qu'on a. C'est un peu la meilleure puce quantique qu'on ait jamais créée nous-mêmes. C'est ça. Mais un peu le problème. Et puis, c'est comparé, en fait, deux choses qui sont difficilement comparables, puisque, effectivement, sur un benchmark quantique, un ordinateur quantique aura forcément de bien meilleures performances qu'un ordinateur classique, c'est logique, mais surtout ce benchmark ne prouve pas que l'ordinateur quantique est utile pour des solutions, pour résoudre des problèmes, de vrais problèmes. Ça ne sert aujourd'hui qu'à faire un benchmark. Surtout qu'à la fois, ils ont bien annoncé que c'était extrêmement expérimental, qu'il n'y avait pas d'application pratique, qu'on ne pouvait pas le mettre en action avant 2030. Enfin, ils ont, exactement. Ils ont mis plein de chiffres, et après ils ont dit en fait on va mettre des restrictions, donc ça. Visiblement un palier malgré tout a été franchi. Sur la correction d'erreurs, oui. Même si on est très très loin, comme tu le disais, de quelque chose de concret, mais je trouvais quand même assez intéressant cette petite news. Pour terminer, les amis, notre ami Elon Musk, patron de X, propose enfin X et I, donc en fait le Grok, vous savez, le ChatGPT en quelque sorte de X, gratuitement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et même en France, ça c'est cool. Lui, il n'a pas ses problèmes d'Apple Intelligence ou de Sora. Lui, il a déjà un procès avec la Commission européenne, donc il est plus à ça près. Il dit, non, mais après peut-être qu'il a mieux bossé son dossier. Et que finalement, il est irréprochable avec Grok. On le verra bien. Je pense que de toute façon, si jamais il y a quelque chose qu'on peut reprocher à Elon Musk, ou si la Commission européenne peut reprocher quelque chose à Elon Musk, on le saura très vite. Vous avez testé ou pas ? Ouais, alors moi Donc en fait, il suffit d'avoir l'appli X, et tu as un nouvel onglet, c'est ça ? Ouais.
avec Grok. C'était un nouvel onglet avec Grok, et d'ailleurs ça m'avait fait disparaître mes signets. Ça m'avait perturbé. Oui, un nouvel onglet avec Grok, et puis ça marche exactement de la même manière que ChatGPT. Moi, alors une fois n'est pas coutume, je vais dire du bien d'Elon Musk et de ses équipes. Franchement, c'est un service que moi j'incite les gens à essayer. Alors, il y a plein de. Attends, on va en parler sur les garde-fous. Mais il a un avantage, Grok, par rapport à d'autres services, c'est qu'il est rigolo. Et c'est vrai. Alors moi, c'est ça qui. Moi, j'adore m'amuser avec des IA en leur faisant raconter, en leur faisant imaginer des personnages, etc. Et là, il y a Grok et je pense le seul, il y a peut-être d'autres, mais l'une des seules IA, on va dire, de conversationnel comme ça, qui dispose d'un mode qu'ils appellent fun, c'est-à-dire c'est un mode où il va avoir une espèce de petite personnalité rigolote. Alors ça n'a rien de fou, hein, c'est juste qu'ils lui ont mis un petit peu de Douglas Adams, vous savez, le guide du routard galactique, ces références geeks un petit peu qui sont marrantes, et ils lui ont donné une petite personnalité pour le rendre un peu plus, on va dire, un peu plus d'épaisseur, un peu plus humain, un peu plus rigolo. Ouais. Et ça marche plutôt pas mal. Franchement, d'un point de vue génération, c'est vraiment pas mal. C'est aussi un générateur d'images aussi, non? C'est aussi un générateur d'images. Ouais, ça, on va peut-être y revenir, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi un bot qui va aller chercher le contenu de Twitter, enfin de X. Donc, il est capable de ramener beaucoup de choses qui sont présentes sur X, et donc ça, c'est intéressant pour l'actualité, par exemple, puisque X est sur X, le problème, c'est qu'il y a beaucoup ouais, mais c'est ce que j'allais dire. On va dire de bennes à ordures quand même, nauséabondes. S'il commence à jeter un œil là-dedans. Elon Musk est le premier à dire vous êtes le média, les médias traditionnels, ça n'existe plus. Mais si vous demandez à Grok de faire un résumé de l'actualité, qu'est-ce qu'il va vous chercher? Il va vous chercher Le Parisien, il va vous chercher l'AFP, il va vous chercher Le Monde, il va vous chercher il va pas chercher les fake news. Il va chercher un peu de partout, c'est vrai, c'est assez efficace. Et effectivement, et donc ça me fait marrer quand Elon Musk critique les vieux médias. Son IA va quand même chercher les médias traditionnels pour aller les avoir sous la main. Il a certainement été entraîné avec ces vieux médias. Exactement. Logiquement. C'est vrai que c'est impressionnant pour générer des images. Alors, on va parler un peu des limites du modèle, disons. Ça marche très bien. Ça produit des images extrêmement réalistes. Ça peut générer des images de personnalités publiques, donc avec tous les excès que ça peut impliquer, des personnages historiques. Pareil, avec tous les excès que ça peut impliquer. Le problème, c'est que c'est une IA qui vante la liberté d'expression extrême sous toutes ses formes. No filter, on va dire, hein, parce que là, vraiment, on peut aller très très loin dans la création avec des prompts. Tu as essayé, Eric, on est allé très très loin dans notre propre imagination. Et Grok nous a bien suivis. Donc voilà, il va y avoir une petite période de latence où on va pouvoir produire des contenus un peu limites et faciles à diffuser. Bon, après, on voit quand même que c'est effectivement pas une photo, mais ça ressemble de plus en plus à des photos et c'est extrêmement impressionnant. C'est un excellent générateur d'images. C'est un modèle, un modèle qui est très à la mode en ce moment, qui est vraiment très performant et qui permet d'avoir presque des photos réalistes. Mais effectivement, comme tu le dis, le petit problème, c'est qu'il n'y a aucune... c'est un problème, et moi, ça ne m'étonne pas d'Elon Musk. Hein, et en vrai, c'est aujourd'hui déjà ce qu'on peut faire sur des modèles local qu'on installe sur sa machine. Il y a très très peu de filtres, effectivement, et du coup, on peut très facilement générer de fausses images qui ressemblent à des vraies. Quoi. Écoutez, si vous avez X, c'est gratuit, amusez-vous. C'est limité à 25 images toutes les 2 heures. Ouais, donc voilà, on a le temps. On a le temps de s'amuser. Quand même. Bon, testons et puis on verra bien, évidemment, en mettant quelques garde-fous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Damien et merci donc à Eric, Damien Licata-Caruso du Parisien, Eric Le Bourlou. Et puis si vous êtes avec nous en podcast audio, vous retrouverez nos deux amis pour le petit module bonus. On va encore parler d'Apple, de VR et de Sony, tiens. C'est intéressant. Et vous restez avec nous parce que là, le deuxième module de quoi je me mêle va s'intéresser au SMS. L'histoire du SMS, ce sera notre rendez-vous nostalgique avec Christophe Joly. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.